l'histoire, etc. Bon, j'ai créé une sorte d'hypothèse. Parce que l'histoire du tarot, d'après ce que j'ai lu, ma foi, elle se perd dans les limbes des civilisations et du temps. Et pour retrouver le chemin exact jusqu'à... Bon, votre prénom? Denis. Denis Durieux. Donc on s'est rencontrés à Parapsy. Bon, vous faisiez un peu la promotion de votre structure. Vous êtes plusieurs personnes? Alors je suis en train de créer de petites associations. Je suis en train de créer une sorte d'association informelle, enfin, je ne sais pas comment ça va se développer, de gens amateurs de tarot qui veulent apprendre ensemble, une sorte de... Ils ont un nom, ça a un nom, votre... Ça s'appelle les Mordus du Tarot. Voilà, c'est ça. Mordus du Tarot. Et j'ai créé, c'est en cours de création, hein, ça a démarré à Parapsy, justement. Oui. Et ça a eu un impact? Vous avez trouvé des contacts? Pour l'instant, j'ai rencontré 4-5 personnes. C'est déjà pas mal. Hein. C'est pas facile. Et petit à petit, je les rencontre et j'espère créer un groupe. Eh bien, on va pouvoir promouvoir votre projet, puisque s'il va passer sur notre télévision, voilà. On mettra les coordonnées et tout ce qu'il faut pour vous contacter. Alors, le but de ce groupe, c'est de se faire des séances de tirage entre nous. Et on est alternativement le tarologue et le consultant. Ah bon? Donc on est à la fois prof et élève. On fait des profs, élèves et tarologues. Oui. On tourne. Donc chacun qui donne accepte de recevoir. Voilà, c'est un échange. Oui. Donc admettons, vous êtes le tarologue, moi je suis le consultant, je pose ma question, vous me faites un tirage, une consultation. En même temps, vous jouez aussi vous prenez votre casquette de professeur et vous m'expliquez votre manière de faire. Alors les mordus du tarot, ça veut vraiment dire des mordus, des accros. Déjà, qui s'intéressent. Qui s'intéressent, qui veulent apprendre. Oh, mais pas seulement, puisqu'apparemment vous le pratiquez. C'est des gens soit qui débutent, soit qui sont motivés pour l'apprendre et le pratiquer. Oui. Soit ils ont un niveau de débutant. Alors si ce sont des débutants, ils sont pas capables de donner des conseils, ils peuvent pas se mettre... Voilà, alors bon, je vous l'apporte à tout le monde, il suffit qu'ils soient motivés, qu'ils veulent envie d'apprendre. Et puis bon, il y en a peut-être il y en a peut-être qui arrêteront en cours de route, il y en a qui resteront. Bon, même si c'est un échange, ils apporteront peut-être moins, mais bon, ils auront une nouvelle... nous aurons peut-être aussi une culture personnelle, autre chose, il y a toujours un échange. Hein, et on peut dépasser aussi le tarot. Vous voyez, il y a même un débutant, un œil frais qui est important parfois. Souvent, on reste dans ses dogmes, dans ses idées. Avoir l'avis de quelqu'un tout nouveau, ça peut déclencher des choses. C'est vrai. Donc c'est... Bon, puis maintenant je suis en retraite, donc je peux donner... Et vous êtes dans quelle région alors finalement? Alors moi j'habite Rueil-Malmaison. Ah d'accord. Mais je fais, pour l'instant, j'organise ces réunions dans Paris. Dans Paris. Dans des cafés. Oui. Dans des cafés, parce qu'il n'y a pas de... Comme a fait Jodorowsky à une époque? Voilà, mais lui, il venait consulter, tandis que nous, c'est une sorte de café... C'est un café, école, consultation, en fait. Mais d'échange, hein. Ouais. Chacun est très interactif, donc chacun à la fois écoute, chacun parle, voilà. Il n'y a pas le... Un café philo de tarot. Café, alors donc, vous nous avez préparé un petit topo sur ce que vous pensez actuellement des origines, des sources du tarot. Alors on va vous écouter. Alors l'histoire du tarot, alors voilà, bon c'est un topo qui m'est très personnel, je ne suis pas chercheur voilà. En tarot, bon, mais j'ai potassé différents bouquins et je me suis fait ma propre idée, voilà, qui est la mienne, qui vaut ce qu'elle vaut. On vous écoute alors. Alors d'abord, je me donne une définition du tarot? Peut-être. J'ai d'abord commencé par une définition du tarot. Hein. Dans ce sens que le tarot, bon, ça se présente comme un jeu de cartes. Plusieurs cartes. Chaque carte représente une image symbolique, un dessin, en fait. On y trouve soit des scènes humaines, des animaux, des éléments de la nature, des objets. Ça peut être de l'eau, différentes images de la nature. Alors le principe du tarot, quand on a un questionnement, on se pose une question précise au tarologue, le consultant tire une carte au hasard et le tarologue, on ne sait pas comment, donne une réponse qui est cohérente. On ne peut pas toujours dire qu'elle soit forcément juste, mais elle mène à une réflexion et c'est une réponse intelligente, quand c'est bien fait. Quand la personne connaît son travail. Alors par exemple, je donne un exemple, quelqu'un peut poser comme question, quelle relation ai-je ou pourrais-je avoir avec telle personne? Voilà la question qu'on peut se poser. Imaginons qu'on prenne un tarot de Marseille, le consultant tire l'as d'épée,
Et le tarologue dira, eh bien, la relation avec cette personne risque d'être assez conflictuelle ou d'être empreinte d'une certaine agressivité. Alors, dans ma vision parce que l'ASDP symbolise, dans ma manière de faire le tarot, l'agressivité. Mais c'est très personnel, sachant que chaque tarologue a aussi son interprétation. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être autre chose. Mais j'ai remarqué, à force de rencontrer différentes personnes, qu'à chaque fois c'est intelligent et c'est cohérent. Et ça tombe souvent très juste. Alors maintenant, le deuxième aspect du tarot, pour moi, le tarot ou les outils de divination ne sont pas forcément des événements qui vont arriver à coup sûr. Pour moi, ce sont plutôt des probabilités, des événements possibles, et tout l'intérêt d'une consultation, justement, est si l'événement probable qui se dessine est négatif, c'est de trouver une solution pour contourner. C'est comme ça que je vois le tarot. C'est comme ça que je vois une consultation de divination. Donc l'intérêt, c'est un outil de prévention, de réflexion, de changer de décision avant et de prendre la meilleure décision possible à un moment donné. Il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours un risque d'un imprévu qu'on n'a pas vu et qu'on peut aussi se casser la figure. Rien n'est, j'ai envie de dire, autrement, nous serons tous des êtres plus que parfaits, et ce n'est pas le cas. Alors je prends un exemple, par exemple, pour faire comprendre le tarot. Par exemple, la météo. Je prends l'exemple de la météo, on peut prévoir le temps. Il s'agit avec l'habitude de savoir lire le ciel, savoir lire les nuages, et avec l'expérience, une certaine configuration des nuages dans un moment donné, on peut dire il y a des chances qu'il pleuve, ou qu'il fasse un orage, ou qu'il y ait une tempête. Donc l'intérêt, on ne va pas éviter la tempête ou l'orage, mais c'est de trouver le moyen pour se mettre à l'abri. Ça c'est un exemple concret. Pour la météo, on peut trouver d'autres exemples dans la vie. Trouver un moyen de prévision qui soit rationnel et rationnel, qui va nous permettre de se protéger en fait. Vous avez des tarologues qui n'ont pas votre démarche, apparemment. Notamment chez les femmes, je suppose. Alors il y en a beaucoup, c'est ce qu'on appelle le terme de prédiction, c'est-à-dire que l'événement qui est dit par la consultation va se produire irrémédiablement comme... Alors est-ce que les clients, parce que c'est toujours la fameuse tyrannie des clients, est-ce que les clients rentrent dans votre démarche ou est-ce qu'ils sont frustrés? Alors moi personnellement, je ne suis pas professionnel, je suis amateur. Donc je préviens les gens avant, je les préviens et je leur dis mon approche du tarot, qui est plutôt un tarot non pas de prédiction d'événements, mais de gestion de soi par rapport à une décision qu'on veut prendre. Voilà comment, et dans une approche aussi psychologique. Donc les gens sont prévenus. Alors s'ils recherchent absolument un événement concret qui va arriver à telle date, dans ce cas-là, je leur dis, c'est pas comme ça que je fais. Et s'il faut répondre par oui ou par non, des choses comme ça S'il faut répondre, une réponse par oui ou par non? Oui. Oui, le tarot, ça répond très bien à ce genre de questions. Oui. Donc là c'est clair, par contre, là, vous êtes formel. Là. On peut répondre. Le tarot, si c'est la réponse dit non, c'est non. Voilà, le tarot, on pose une question précise. Alors, au niveau technique, je demande toujours de poser une question la plus précise possible, toujours de manière positive, toujours. Et la carte qui va sortir, selon, il y a des cartes, alors on peut définir 3 types de cartes. Des cartes qui ont un dessin, une imagerie, une symbolique, on peut dire vraiment positive, comme le chariot peut-être. Le chariot, quoi qu'encore. Il y a des cartes qui ont une consonance, une imagerie vraiment négative. Alors tout dépend des tarots. Le tarot de Marseille, c'est particulier. Ah bon? Qu'est-ce qui le distingue des tarots? Et il y a des cartes qui sont ambivalentes, qui sont neutres. On ne peut pas savoir. Bon. Alors, dans le tarot de Marseille, moi je vois en soi aucune carte négative. En soi. À la différence d'autres tarots où c'est plus marqué? D'autres tarots sont plus marqués. J'ai pas remarqué. Par exemple, il faut le tarot de Béline, par exemple, pour les gens qui connaissent. Vous avez la Maison Dieu, par exemple, du tarot de Marseille, qui est à peu près comparable à la carte accident ou Maison Dieu du Béline. Alors si vous connaissez... Pas très bien, mais enfin je me suis... je laisse, oui, je vous la montre. Oui, montrez-la, on peut même les montrer. Vous la montrez plus près de l'écran, près de la caméra.
Alors, le Béline. C'est intéressant. Mais on peut quand même parler d'un tarot. C'est-à-dire que c'est pas. Un tarot. Du moment que. Est-ce qu'il y a le. Qu'est-ce qui fait que c'est un tarot ou pas un tarot? Le nombre de cartes? Alors pour moi, non, il suffit que ce sont des cartes avec des images symboliques. Ça devient tarot. Oui, Ça devient tarot qui ont un sens profond. C'est-à-dire que c'est un symbole qui n'est pas toujours matériel, mais symbolique, c'est-à-dire qui fait appel à des événements de la vie intérieure de l'être humain. Alors voilà, bon, ce que je vous disais, par exemple, si on compare. Quel autre alors? Donc la maison Dieu. Et si on compare. Et il a probablement été influencé par ça, de toute façon, c'est évident. Alors d'où vient. C'est évident qu'il a. Ah ben, il y a une influence, mais il y a une différence quand même. Oui, mais il est quand même parti de là. Ah ben oui, ah ben oui. Mais il y a une différence. Oui. Voilà, mais... bon, là, voilà, il y a quand même une différence. Une différence notoire. Alors, quand on voit la maison Dieu du tarot de Marseille, on voit uniquement la haut de la tour qui est, comment dire, démolie. Mais elle reste quand même, le haut, la partie qui reste stable, solide. Tandis que la maison Dieu ou l'accident de Béline, ben on sent vraiment, bon, c'est une ruine totale. Vous voyez? Ouais. C'est là il y a une différence. Donc au niveau réflexion sur le symbole, la réflexion sera différente. D'accord. Parce que l'image a un sens différent. Ah oui. Hein, si vous voulez, une image a un sens. Par exemple, si une voiture rouge passait devant nous, une voiture de course à très grande vitesse, tout de suite ça apporte un sens. On a une idée de puissance, de richesse, et peut-être aussi, ça c'est le côté positif, mais aussi de danger. On a le double sens. Hein, chaque carte de tarot a aussi son double sens, selon la question, selon les autres cartes. Hein, ça c'est comme ça que c'est mon travail personnel. Hein. Oui. Bon. Et comment on détermine entre les deux sens? C'est le contexte? Alors c'est la question qu'on pose, oui. Les autres cartes, le tirage que l'on choisit, les autres cartes environnement et le creusement de la question, parce que on peut tirer plusieurs cartes, les unes sur les autres, faire des... Là c'est toute la technique du tarologue, des tirages. Hein, alors le sens de la carte va se colorer petit à petit de l'échange, de la discussion avec la personne qui consulte. Elle n'apparaît pas forcément tout de suite. Tout un travail aussi quelque part, c'est un travail d'approfondissement, on rentre dans la psychologie, dans la psyché humaine, dans le cadre d'une consultation de tarot telle que je la pratique. C'est un côté, d'abord je l'ai connu par un psychothérapeute qui l'utilisait, c'est comme ça que j'avais fait une psychothérapie, et il utilisait des cartes de tarot, et c'est comme ça que je me suis mis. Alors, on reviendra un peu sur ce que vous appelez la psychologie du tarot. Donc, on va aborder, on va faire une parenthèse donc historique, si vous permettez. Alors l'histoire, d'après mes recherches, j'ai envie de dire que le tarot prendrait ses origines vraiment dans la préhistoire, je dirais après, hein, et s'est développé jusqu'à nos jours, à travers les différents continents, je veux dire au gré des échanges entre les civilisations. Voilà. Alors ce qui veut dire, alors je vais détailler. Alors au niveau de la préhistoire, j'ai envie de dire que bon, le tarot est un outil de voyance, ou aussi d'introspection, de recherche sur des choses qui ne sont pas visibles et je veux dire immédiatement percevables, perceptibles, pardon, par notre intellect, par notre vision, par les yeux. Donc c'est un regard intérieur. Alors déjà, alors déjà je vais sortir un peu du tarot. Alors déjà la médiumnité, la faculté pure de voir dans l'autre, de prévoir, de voir des événements qui sont passés dans le passé, ou qui vont se passer dans l'avenir, ou présent, ou actuel, mais dans lequel nos yeux, nos oreilles ou nos sens normaux, enfin les sens communs, les 5 sens communs, ne permettent pas de voir. Ben, la médiumnité, pour moi, est une capacité humaine naturelle, innée, et qui date, j'ai envie de dire, l'origine de l'humanité. Alors on ne sait pas comment. Donc, ce qui veut dire que déjà sur le plan préhistoire, alors tout le monde n'a pas forcément son don, ce don n'a pas développé comme toute capacité humaine. Hein. Il y a des gens qui naissent intelligents, d'autres bêtes, d'autres en pleine santé, d'autres malades, d'autres maigres, d'autres très forts. Bon, la médiumnité est une qualité humaine parmi tant d'autres. Alors certains l'ont, certains la développent, et donc nécessairement il y a eu des médiums qui, naturellement, par hasard ou pas, on fait preuve de cette expérience, de cette connaissance. Et alors ça aboutit progressivement au tarot. C'est une première étape. Les animaux aussi,
ont une sorte de sens, un sens aussi, prémonition, les animaux aussi. Bon. Ensuite, j'ai vu une autre étape, dans un autre apprentissage de l'homme, c'est l'interprétation des signes de la nature. Alors j'ai envie de dire par les signes, là, concrets. Alors par les chasseurs-cueilleurs, bon, l'homme préhistorique, comme John Neanderthal, quels que soient les continents, ils arrivaient à interpréter les signes de la nature, par exemple des traces d'animaux, et de là, et aussi en interférant avec d'autres traces, par exemple la profondeur de la trace, si la trace est humide ou sèche, par exemple, le nombre de traces, ils étaient arrivés à une préconnaissance pour ensuite prendre une décision. Voilà, il y a peut-être un troupeau, tel animal qui est passé à tel endroit, il y a tel moment, et il y a une décision de chasse ou pas qui peut être prise. C'est-à-dire que déjà, en plus de la médiumnité, il y avait aussi des moyens rationnels pour pouvoir prendre une décision, avec toutes les marges d'erreur possibles, une décision pour réaliser les besoins de sa vie. Alors on voit déjà qu'au niveau du tarot, là, il y a un rapprochement. C'est que on voit déjà qu'il y a déjà la médiumnité, donc une préconnaissance naturelle, et en même temps, j'ai envie de dire une préconnaissance aussi, mais c'est plus de la médiumnité, c'est sur l'interprétation de traces physiques, de dessins, de symboles physiques. On pourrait dire qu'un sabot de cheval ou de lion ou de buffle dans la terre est déjà un symbole. C'est le symbole d'un animal qui est passé. Alors le tarot, petit à petit, va sans doute, pour moi c'est l'interprétation que je fais, va peut-être, à force des siècles et des siècles et des continents, se créer. Et il y a d'autres étapes. Pour moi, c'est déjà les éléments primordiaux. Bon, ensuite, j'ai envie de dire que l'homme a développé ses connaissances, sa technique, et a dessiné, a créé des objets. Alors on connaît au niveau préhistoire les peintures rupestres dans les grottes, il a fabriqué des poteries, il a fabriqué aussi des objets de différentes tailles. Et notamment, il a représenté des scènes humaines, des animaux, des objets, des plantes, des pierres, des cailloux, tout ce qu'on veut. Et c'est déjà des bâtons, du bois, et c'est déjà des éléments qu'on va retrouver plus tard dans le tarot. Alors ces objets lui permettaient, enfin ces peintures, ces objets, lui permettaient d'abord d'avoir des objets pratiques pour sa vie, des flèches, des poteries. Les peintures lui permettaient peut-être de pouvoir compter quelque chose, de mémoriser des choses, des événements de la vie, pour compter aux enfants, pour compter aux générations qui peuvent succéder. C'est une sorte de première bibliothèque. Les peintures de presse sont une sorte de première bibliothèque imagée, parce qu'à l'époque l'écriture n'était pas inventée, qui permettait aux premiers hommes de pouvoir compter leur histoire et de laisser ça aux descendants. Alors déjà là on voit, disons, si on ajoute tout ça, si on prend la médiumnité, la représentation d'objets, la fabrication de petits objets, on voit qu'il ne reste plus qu'à dessiner un objet sur un dessin sur un objet qui peut être plus ou moins volumineux ou plat, et on se rapproche petit à petit du tarot. Et ça, c'est grâce à l'intelligence de l'homme, sa pratique, son expérience, le mélange des cultures. Petit à petit, c'est un petit peu l'hypothèse de travail, ma réflexion personnelle, mais qui vaut ce qu'elle vaut. Alors ensuite, on est arrivé au hasard. Le hasard, c'est-à-dire prendre une décision basée sur le hasard. Alors ça arrive à n'importe qui, même de nos jours. Ça arrive aux enfants, ça arrive aux adultes. Et là, quelles que soient les époques, il peut arriver à un moment donné qu'on ait à prendre une décision et qu'on n'ait pas tous les éléments d'information pour. Les éléments, je veux dire, rationnels. On n'a pas toute la connaissance rationnelle. Et il peut se faire que dans l'urgence, il faut prendre une décision. Et là, il n'y a pas, il faut se fier. Il y a deux chemins, il y a deux choix, plusieurs possibilités. Qu'est-ce que je fais? Il faut décider dans un quart de seconde. Et là, on se voue au hasard. Pas d'autre solution. Alors, il y a des outils, il y a pile ou face, il y a courte paille, le tir à la courte paille, ce que font les enfants. Mais moi, il m'est arrivé dans ma vie d'être dans des situations de danger, à la montagne, par exemple. Il fallait prendre une décision, j'avais certains éléments de connaissance, et puis je ne sais pas. Là, il y a un ravin, là, il y a je sais pas quoi. Bon. Je vais par là. Puis de toute façon, si je ne prends pas de décision, je sais que je vais mourir. Donc je vais prendre une décision, puis si j'ai de toute façon une chance sur deux, puis soit c'est la bonne, soit c'est la mauvaise. Pardon, vous êtes toujours là. Voilà, donc c'est le fait de prendre une décision en tenant compte d'un élément de décision qui est le hasard. Le hasard peut nous amener à prendre une bonne décision ou pas, et là c'est la chance ou la malchance.
Et ça, c'est quelque chose qui est naturel, j'ai envie de dire, et qui arrive à tout le monde. Donc c'est un moyen irrationnel de prendre une décision, mais que tout le monde utilise à un moment donné dans sa vie pour une chose plus importante ou pas. Et je pense que même les gens les plus cartésiens l'ont un jour ou l'autre utilisé. Je pense. Parce que moi je suis très cartésien et je l'ai déjà utilisé. Alors alors le hasard, alors là on se rapproche du tarot. Quand on fait la somme de tout ce qu'on a dit avant, la médiumnité, l'interprétation des signes de la nature, la représentation d'objets, la prise de décision par le hasard. Alors le tarot, qu'est-ce que c'est? On tire une carte, alors là je m'adresse peut-être aux gens qui connaissent, on pose une question, on tire une carte qui est retournée, on ne voit pas le dessin, on la retourne, par hasard, apparemment par hasard, et il y a un sens qui se dégage. Voilà le lien avec le tarot. Alors ensuite, il y a eu aussi un autre lien. Alors, ensuite, j'ai pensé aussi à l'histoire des religions et de la mythologie. En ce sens que la mythologie, les religions ont approfondi, j'ai envie de dire, ont été a priori les premiers centres de recherche et de culture. C'est un peu l'impression que j'ai. Dans les recherches que j'ai faites en histoire, j'ai l'impression que, aujourd'hui, pour comparer à notre époque, les centres de culture, de recherche, d'études sont, dans notre monde contemporain et rationnel, ce sont des universités, des écoles, etc. Mais et dirigées par des gouvernements, tandis qu'à l'époque, dans l'Antiquité, et même bien avant, c'était, à mon sens, d'après les recherches que j'ai faites, mais bon, je n'ai pas toute la connaissance, c'était des religieux qui s'occupaient de ça, ou bien avant, c'était ce qu'on appelle les chamans, c'était le monde des esprits, c'était un monde lié à la religion, lié à des divinités. Alors c'était des personnes, peut-être médiums sans doute, qui avaient, ou pas, qui avaient des croyances dans un monde divin qui aurait été la création, l'origine de la création du monde. Alors moi qui suis très rationnel, c'est une chose qui m'échappe. Bon, j'aurais besoin de travailler encore plus, mais bon, il y a des gens qui sont très partisans de cette idée, que je respecte d'ailleurs. Alors, les religions, eux, ont rapidement travaillé dans des temples d'ailleurs, notamment les temples en Égypte, en Mésopotamie, on a gardé des traces, des traces rupestres, les dessins, les sculptures, des objets, des écrits. Des études ont été faites sur l'être humain, sur la vie, sur la société, sur le fonctionnement du monde, soit sur le plan chimique, géologique, sur tous les plans. C'était des centres, j'ai envie de dire, de recherche. Et dans ces temples, la pensée, l'étude, la connaissance s'est élaborée. Elle a commencé à s'élaborer de manière de plus en plus construite, en utilisant à l'époque des méthodes rationnelles, comme on dirait aujourd'hui,